Alain Delon. On va... Attendez, stop. Moi, je le sens, les salles et tout. Vous pouvez pas applaudir parce que vous êtes en train de filmer. Baissez les téléphones, rangez les téléphones. Madame, rangez les téléphones. Rangez les téléphones, rangez les... Non, parce que... Non, je ne le laisserai pas, non. Rangez les téléphones et les trucs. Et maintenant, on va faire un vrai applaudissement. Attention, rangez les téléphones. Voilà. Voilà. Non mais laisse-les avec leur téléphone, il y en a quelques-unes qui ont mon numéro, elles ont le droit de m'appeler. Merde. Ah ma chérie. Ils sont pas nombreux, il n'y a que ça. On va pas rester longtemps alors. Bon. Bien ben merci d'être là, moi je sais pas ce que je vais vous dire. Hein. Vous connaissez toutes Sam, je sais pas si certains d'entre vous, je l'espère, ont lu Le Monde. Oh bah chut. Non, pas du tout. C'est lui qui a fait Le Monde, c'est lui qui a écrit Le Monde, il a tout dit dans Le Monde, j'ai plus rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini pour moi. Ah, c'est fini pour toi, alors tire-toi. Voilà. Alors, je sais pas du tout comment ça se passe, moi, vos machins, là, je suis avec Sam... J'ai l'impression que vous avez posé des questions, je ne sais pas ce que je vais répondre, mais enfin on verra. Un micro, il marche ton micro? Ouais, c'est bon. Alors c'est bon. Ah, il y a de la flotte, ça va. Oh le silence, dis donc. Ouais. Je connais là quand même, non? Merde. Mais tout le monde vous connaît, en revanche. Alain, vous venez à Cannes pour la première fois en 1957. 56 ou 57? Parce que 57, je sais que c'est avec Brigitte Aubert. Non, fin 56, parce que 57, j'ai tourné mon premier film. Et donc c'est fin 56, vous venez avec Brigitte Aubert, l'actrice française de La main au collet d'Alfred Hitchcock. Absolument. Et donc, quand vous faites votre premier Cannes, vous n'êtes personne. Vous êtes Alain Delon, mais vous n'êtes pas encore l'acteur. Vous n'avez encore jamais tourné. J'avais tourné de ma vie. Je sors de l'armée. J'avais fait 3 ans d'Indochine et j'arrive de l'armée. Et si je suis avec Brigitte Aubert, c'est pas... Il paraît que j'étais pas de la belle foutue. Elle est tombée amoureuse de moi. Alors. Et elle m'a dit, viens, je t'emmène à Cannes. J'ai dit, c'est quoi Cannes? Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et racontez-nous ce premier Cannes. Ah ben j'en ai pas grand souvenir parce que je suis venu avec une fille qui me plaisait, qui m'aimait, que j'aimais aussi, et puis j'ai vu ce qui se passait. Il y avait un autre copain à elle et à moi qui était Jean-Claude Brialy, qui n'est plus là malheureusement. Brigitte est encore vivante, hein, elle a 89 ans ou 10 ans. Et puis bon, j'ai regardé, j'ai monté les marches avec tout le monde, et puis j'ai quand même reconnu et j'ai quand même senti qu'on demandait mais qui c'est celui-là, mais qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient, etc., etc. Parce que je vous demande pardon, c'est pas de la prétention, mais il paraît que j'étais pas mal foutu, que j'étais pas mal. Voilà. Quoi? Hein? Bah t'étais pas là, t'en sais rien, t'étais pas là. Vas-y, dis-moi. Qui rencontrez-vous à Cannes lors de ce premier Cannes? Quels sont personne, je connais personne. Moi, j'arrive de Saïgon, je connais personne. Et justement, vous répétez souvent que votre carrière est un accident. Enfin, que le fait que vous soyez devenu un acteur est un accident. C'est un accident, je vais le raconter, je pense qu'elles le savent un peu, qu'elles ont lu quelques articles. C'est un accident parce que j'étais... mon enfance, vous la connaissez un peu, là-dessus, je m'emmerdais tellement
d'être un enfant qui faisait chier tout le monde, que j'ai dit je m'en vais, je me suis engagé, je suis parti en Indochine. Et lorsque je suis rentré, je ne savais absolument pas quoi faire et je n'étais rien. Et si je n'avais pas rencontré les femmes que j'ai rencontrées, il y a très longtemps que je serais mort. Parce que ce sont les femmes, pourquoi, je ne sais pas, comme je vous dis tout à l'heure, j'étais pas trop mal, qui m'ont aimé, qui m'ont fait faire ce métier, qui ont voulu que je le fasse et qui se sont battus pour que je le fasse. Et ce qui est frappant, ce que je voudrais savoir, c'est lorsque vous tournez votre tout premier film, Quand la femme s'en mêle, ouais. d'Yves Allégret, en 1957. Avec Edwige Feuillère et Jean Servet et Bernard Blier. Oui. Quand vous arrivez pour votre premier jour de travail, donc devant la caméra, que ressentez-vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être immédiatement chez vous, dans votre élément naturel? Pas tout de suite, mais ça m'est venu très très vite. Pourquoi? Parce que d'abord j'ai refusé de faire le film, il a fallu qu'il se batte, que la femme du metteur en scène qui m'aimait a dû se battre pour que je fasse ce film. Le metteur en scène voulait que je le fasse. Et avant la première scène du premier jour, il m'a dit « Je voudrais te voir 2 minutes dans la loge, je voudrais te dire quelque chose. » Je dis « Bien sûr, Yves. » Et il m'emmène dans ma loge et il me dit ceci qui m'a marqué pour toute ma vie et qui a été d'une importance capitale pour toute ma vie. Il m'a dit « Écoute Alain, tu connais ton personnage? Oui, écoute-moi bien. Ne joue pas. Regarde comme tu regardes. Parle comme tu parles. Écoute comme tu écoutes. Fais tout comme tu le fais. Sois toi. Ne joue pas. Vis. » Ça m'a tout donné tout de suite. Et c'est ce que vous n'avez... Ça m'a marqué toute ma vie. Ce départ avec Yves qui m'a dit « Ne joue pas, sois toi, parle comme tu parles, écoute comme tu écoutes, regarde comme tu regardes, sois toi, ne joue surtout pas. » Et comme je l'ai dit plus tard, puisque j'étais un accident, je n'ai jamais joué de ma vie. Dans tous les films que j'ai faits, je vis mes rôles. C'est jamais drôle pour la femme qui est avec moi, parce qu'un jour je suis un flic, le lendemain je suis un curé, après je suis un machin. C'est pas très drôle, mais je vis mes rôles, je ne les joue pas. La différence essentielle entre un comédien et un acteur, que je suis un accident, comme Jean Gabin, comme Lino Ventura, comme Burt Lancaster, c'est que faire du cinéma ou du théâtre, c'est une vocation. On s'y prend très tôt, on va à l'école, on prend des cours, on va dans les cours machin, le cours truc, autre chose. Après, on va au conservatoire et on devient un comédien. Il y a des comédiens absolument fabuleux, comme Jean-Paul Belmondo, par exemple, c'est pas du tout péjoratif. Et puis il y a des gens comme moi, comme Lino, comme Tapi, même, je dis toujours un jour Tapi, ça se surprend. J'ai dit Tapi, vous voulez faire du cinéma, c'est un acteur, c'est pas un comédien. C'est une personnalité en général qu'on prend, assez forte et qu'on met au service du cinéma. Ça marche ou ça marche pas. Il y a beaucoup d'acteurs que ça n'a pas marché, j'ai oublié les noms, et puis il y a ceux qui ont marché, dont je fais partie. Là-dessus, d'ailleurs, dans cette distinction acteur-comédien, où en France, justement, beaucoup de comédiens qui font carrière au cinéma sont issus du conservatoire, vous non, vous êtes issus de l'armée. C'est parce que c'était... Moi, j'ai rien suivi, j'ai jamais rien appris, on m'a filé devant une caméra. Avant de me mettre devant une caméra, Yves m'a dit ce qu'il m'a dit et c'est fini. Et là-dessus, vous êtes tout à fait presque issu d'une tradition américaine. Burt Lancaster venait du cirque, par exemple. Steve McQueen, par exemple, venait de nulle part, pour prendre quelqu'un qui est un acteur américain de votre génération. Là-dessus, vous appartenez à une tradition qui est presque anglo-saxonne du cinéma. Aussi, oui. Mais ce qu'il y a surtout de surprenant et d'exceptionnel, c'est que je me suis tout de suite senti dans mon élément, comme si j'avais été écrit, comme si ça avait été écrit que je devais faire ça. La caméra, pour moi, c'est une femme que je regarde dans les yeux, et j'ai tout de suite senti que j'étais dans mon truc, et ça ne s'est jamais arrêté, parce que ça, c'était en 57, j'étais que dalle. En 58, on m'a choisi 1 an après, moi, alors qu'il y avait 150 comédiens à Paris, on m'a choisi pour être le partenaire de Romy Schneider dans Christine, hein. Et en 59, j'étais connu dans le monde entier. Ça fait un triomphe partout grâce à Plein Soleil de René Clément. Alors justement, parlons de Plein Soleil. Plein Soleil, donc vous incarnez le rôle désormais mythique du criminel Ripley dans Plein Soleil. Ripley. Sauf que ce rôle ne vous était pas destiné. Le rôle qui vous était destiné, c'était celui qui sera tenu par Maurice Ronet, donc le rôle secondaire du fils de milliardaire, Philippe Greenleaf.
qui est tué au bout du premier tiers du film. Or, ce rôle de Ripley que vous allez en fait obtenir avec les dents, vous l'obtenez au bout d'une nuit de discussion avec René Clément, les producteurs de Plein Soleil, les frères Hakim. Pouvez-vous nous raconter cette nuit, cette soirée où vous devez lire le scénario de Plein Soleil et où vous entrez avec le rôle de Philippe Greenleaf et vous ressortez avec celui de Ripley? Ça s'est passé un soir, je me souviens plus, avenue Machin, là, à côté des Champs-Élysées, où habitait René Clément. Il y avait les deux producteurs qui sont morts, bien sûr, maintenant, les frères Hakim, Robert et Raymond. Il y avait René Clément, et ça se passait chez lui, et il y avait sa femme, Bella, qui était une slave et qui était tout pour René Clément, et qui le contrôlait, et qui le surveillait toujours, et en qui il avait une énorme foi, une énorme confiance. Et puis, les producteurs commencent à me parler, et moi, je dis ce que je pense, gentiment. Je dis, mais écoutez, c'est pas pour moi. Mais comment vous parlez? Mais vous êtes qui? Vous êtes personne, on vous propose un rôle, vous nous parlez d'un autre, mais si c'est pas comme ça. Je dis, écoutez, moi, vous faites ce que vous voulez. Je dis que ce rôle-là, il n'est pas pour moi. Moi, c'est celui-là. Mais qui êtes-vous pour parler comme ça? Vous n'avez jamais rien foutu. Je lui dis, j'ai peut-être rien foutu. Mais si je lis, je dis, ça, c'est pas pour moi, c'est celui-là. Et je veux faire celui-là. Le metteur en scène s'énerve un peu, il dit, mais enfin, écoutez, Alain, vous êtes avec les producteurs, vous pouvez pas parler comme ça, vous n'avez jamais rien fait, elle n'est pas d'exemple. Et à ce moment-là, un silence se fait. Moi, c'est comme ça. Si vous voulez pas que je fasse ça, me prenez pas, prenez quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il y avait Madame René Clément qui était au fond de la cuisine, là-bas, en train d'essuyer sa vaisselle, et qui dit « René chéri, les petits a raison ». Ça a été fini. C'était fini. Terminé là. C'était fini. Et donc, les petits a raison. Comme quoi, c'est pas des trucs qu'on invente, ça. Hein. Voilà. Et donc, comme quoi, rien ne vous était offert dans votre carrière. Vous êtes allé la chercher. Et donc, on n'a pas été la chercher, on me l'a amené. Ma carrière, j'entends. Mais ce rôle-là, vous êtes allé le chercher. Voilà. Ce rôle-là, comme le premier que j'avais refusé de faire, qui me se sont battus, qui me sont suppliés pour finir par faire le premier rôle, le premier jour. Regarde comme tu regardes, parle comme tu parles, etc. Mais moi, je n'étais pas fait pour faire du cinéma. Moi, si je n'avais pas fait du cinéma, et si je n'avais eu les femmes, parce que ce sont les femmes qui m'ont fait faire du cinéma, que les femmes... Excusez-moi, des femmes qui m'ont aimé, je le dis encore, j'étais pas mal foutu, paraît-il. Et je ne serais pas là aujourd'hui, il y a longtemps que je serais mort. Enfin, vous n'étiez pas fait pour faire du cinéma, mais c'est si vous ne faites pas du cinéma, personne n'est fait pour cela. Hein. Ça, c'est véritablement. Hein. Ah bon? À personne. Ah ben, je ne sais pas. Vraiment à personne. Nous allons passer un extrait de Plein Soleil. Et nous allons voir à quel point Alain Delon est fait pour ce métier. S'il n'est pas fait pour ce métier, personne ne peut le faire. Je me disais que quand on voit la tronche que j'avais là, je ne sais pas comment ils peuvent faire pour me regarder aujourd'hui. Oh, 59, il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés là encore, hein. 1959, ça vous va? Ils n'étaient pas tous nés là, hein, je vous le dis. Allons-y. J'ai choisi cet extrait qui est plutôt dans la dernière partie du film, qu'au moment où votre personnage a endossé l'identité de Philippe Greenleaf, c'est le moment où justement, pour ce film, où vous étiez presque trop jeune pour tenir un rôle de garde du corps, de garde du corps de quelqu'un qui était plus âgé que lui. Donc ce film pour lequel vous étiez trop jeune, et tout d'un coup, à mi-chemin pour ce film-là, vous devenez l'acteur idéal, le seul acteur qui pouvait incarner Ripley. Ce qui me frappe dans cet extrait, et qui en fait nous frappera, nous spectateurs, pour toujours. Vous n'êtes pas seulement une belle gueule. Des belles gueules, il y en a eu plein dans le cinéma français. Il y en avait plein à l'époque. Vous étiez même en concurrence. Il y en a plein. Enfin, à ce point-là, je ne sais pas. Mais attention. J'ai dit, vous n'étiez pas qu'une belle gueule. Et il y en avait quelques-unes des belles gueules, bon, quand même. Mais par contre, ce que vous avez, et que personne d'autre n'a, c'est votre manière de bouger. Quand vous entrez dans un espace, vous vous appropriez cet espace-là. Et en fait, cet espace, tout d'un coup, devient le vôtre et personne d'autre. Et l'autre chose, dans chacun de vos gestes de cette scène-là, comme de tous vos films,
chaque geste chez vous comporte une part de mystère. On ne sait pas ce que vous allez faire avec. Or, vous bougez non seulement comme aucun autre acteur de votre génération ne savait le faire, mais en fait presque comme aucun autre acteur américain ne savait le faire. Du moins dans cette manière de s'emparer d'un espace. Maestro. Ça, c'est René Clément. C'est René Clément. René Clément me disait justement, tu as ton décor, tu as une pièce, tu as une chambre, tu as une cuisine, tu as une salle de bain. C'est ton décor. Tu dois bouger dedans, vivre comme tu vis. Et là aussi, René me disait, sois toi, vis comme tu vivrais dans ton décor, fais ce que tu ferais, parle comme tu parles. Là, j'ai un décor où je dois faire semblant d'arranger une chambre pour montrer que j'ai couché là. Il me dit, fais ce que tu veux, défrais du papier. Et tout ce que je fais, c'est Clément qui me l'a demandé. Je le fais comme si je l'avais dans la tête. Mais c'est pour ça que je crois que j'avais un certain don. Oui. C'est moi qu'on puisse dire. Quand vous tournez après Plein Soleil, Rocco et ses frères. Oui, ça, il faut toujours préciser parce que les gens, en général, le mettent à l'envers. Les gens pensent que j'ai fait Rocco d'abord et Plein Soleil après. Pas du tout. Rocco, je l'ai fait en 61. Et c'est parce que Visconti a vu Plein Soleil qu'il a été voir l'agent en disant « Je veux absolument que ce garçon qui joue avec Clément dans Plein Soleil soit Rocco ». Et c'est comme ça que je suis devenu Rocco. Et s'il ne vous avait pas vu, Visconti n'aurait pas tourné Rocco. Il ne trouvait pas son Rocco, il ne le trouvait pas, et donc s'il ne vous avait pas vu, il n'y aurait pas eu Rocco et ses frères. Ça, je ne sais pas, il aurait peut-être trouvé quelqu'un d'autre, mais j'en suis pas sûr. Peut-être, mais il aurait trouvé moins bien. Merci, Sam. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec Visconti ? La rencontre avec Visconti, elle est très simple. Elle est basée sur Plein Soleil. Là-dessus, il était en train de jouer une pièce, je ne sais plus laquelle, à Londres. C'était Don Giovanni. Don Giovanni à Londres. Avec son agent, on est monté à Londres le voir parce qu'il était au théâtre. Et là, elle m'a présenté à lui. Et il m'a dit, vous êtes Rocco, j'ai vu Plein Soleil. J'ai vu Ripley, Rocco, ce sera vous. Sauf si vous refusez, ce sera vous parce que je veux que ce soit vous. Vous venez de mentionner votre agent, enfin, c'était Olga Horstig. Olga Horstig, c'est pas mon agent, c'est quelqu'un qui m'a. C'est Edwige Feuillère. Elle était l'agent d'Edwige Feuillère, de Michel Morgan, de Bernard Blier. Et c'est Edwige Feuillère qui, après mon premier film, lui avait parlé de moi. Elle lui a dit, écoute, Olga, il y a un garçon dans notre film qui m'a l'air plus qu'intéressant. Je lui ai dit d'ailleurs, on n'arrête pas un cheval dans sa course, lui dit-elle. Je voudrais que tu le vois parce que ça peut t'intéresser. Et c'est comme ça que moi j'ai connu Olga, parce que je n'ai jamais, ça les gens ne le savent pas, je n'ai jamais eu d'agent de ma vie. Ça n'a pas arrêté. Et le seul agent qui a été contacté, c'est parce que c'était l'agent d'Edwige, qui est l'agent de Lucchino de Michel Morgan, et qui lui a dit il faut voir ce garçon. Mais je n'ai jamais eu d'agent, et je ne sais pas aujourd'hui que je vais en avoir. Mais vous étiez très bien entouré au début de votre carrière. J'étais très bien entouré. Vous étiez bien entouré, c'est votre entourage. Ah oui, voilà. Oui. C'est ce qui apparaît fondamental quand on commence dans la profession. Oui, mais mon entourage, c'était pas ma famille, ça. Ma famille n'existait pas. Je l'avais quitté à 17 ans pour partir en Indochine. J'étais entouré par les femmes qui m'aimaient, qui voulaient que je fasse ce métier. Elles avaient, je le dis, j'ai pas peur, en majorité, toutes 5, 6, 7 ou 10 ans de plus que moi. Et puis, c'est tout. J'ai pas appelé les flics quand ils m'ont sauté dessus. Avant de continuer de parler de Lucchino Visconti, nous allons voir à la suite 2 courts extraits, le premier de Rocco et ses frères, le second du Guépard. 63. Tout à fait. Je vais rentrer à la maison. J'étais pas venu ici pour chialer.
Mais c'est pas le Guépard, mais c'est surtout cette scène merveilleuse avec Annie qui n'est plus là, en haut de la cathédrale de Milan. Cette scène bouleversante qui m'a complètement démoli. Et ils s'en souviennent pas, bien sûr. Je l'aime, elle-même, je l'aime. Mais mon frère est amoureux d'elle et ce sacrifice que je fais, je le fais pour mon frère. Et... Non, c'est pas ça, c'est de voir Annie comme je l'ai vue là. Je pense que certains d'entre vous ont beaucoup vu le film avec Annie Girardot. Ça m'a tué. Elle est magnifique. Magnifique. Ça m'a fait vraiment mal. Voilà, merci. Juste pour rebondir sur la dernière image de l'extrait du Guépard, quand vous voit sortir de la chambre de la chambre de votre oncle, donc incarné par Burt Lancaster, et on vous voit avec ce chien. On a l'impression que cette image, c'est celle du film, hein, mais c'est presque une image qui c'est vous dans la vie aussi un petit peu. C'est moi dans la vie avec mes chiens dans la vie. Il s'appelait Manu, il est mort il y a longtemps bien sûr. C'était mon chien. C'était votre chien. Et non seulement c'était mon chien, mais quand je parle, hein, vous avez vu, il joue comme un acteur. Il me suit partout, il me dit au revoir, il ne veut pas me lâcher. C'est magnifique. C'est aussi ce qui est frappant de votre diptyque avec Visconti, donc Rocco et le Guépard, c'est qu'en fait les deux personnages que vous incarnez, c'est deux facettes de vous. Dans Rocco, ce personnage, justement cette famille qui vient du Sud, pauvre, pour aller dans le Milan du Nord, riche, industrieux. C'est vous, parce que vous veniez d'une famille, d'un milieu défavorisé, vous venez de la banlieue, vous avez été élevé à Bagneux, à Fresnes, et vous êtes passé par l'armée, et donc vous vous êtes élevé là où vous êtes. Et l'autre facette de votre personnage dans le Guépard, c'est justement quelqu'un qui est en haut, qui appartient à l'aristocratie et qui incarne un ordre nouveau. Et en 1963, vous êtes la tête de pont d'une nouvelle génération de comédiens. C'est vous qui le dites, oui. C'est moi qui le dis. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Mais je suis tout et je suis rien, Sam. Je suis ce qu'on a fait de moi. Je suis ce que... Je l'ai toujours dit, je l'ai encore dit hier. On me dit pourquoi vous acceptez ce prix, etc. J'ai dit, vous l'avez refusé ce prix. Pardon. J'ai dit oui, il y a longtemps que je l'ai refusé parce que je souhaitais que vous le donniez à mes metteurs en scène. Parce que moi, je veux dire, j'ai été un premier violon, j'ai été un premier piano, ce que vous voulez. Mais j'ai eu des chefs d'orchestre comme Von Karajan, exceptionnels. Les Clément, les Visconti, les Melville, etc. J'ai dit, c'est à eux qu'il faut donner le prix, c'est pas à moi. Et puis, il y a quelques mois, Thierry m'en a reparlé, il m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et il m'a fait comprendre, et il m'a dit d'ailleurs ce que je savais, il m'a dit, c'est vrai, ils sont tous morts, tous partis. Alors j'ai dit, je vais le prendre pour eux, à leur mémoire, à leur force, à leur talent, et c'est pour ça que je suis là. Sinon, j'y serais pas. Je voudrais vous demander sur Visconti, qui était votre maître, l'un de vos maîtres, qui est un réalisateur d'une rare exigence. Pourriez-vous me décrire cette exigence chez Visconti? Décrire son exigence. La discipline qu'il vous imposait sur un plateau. Pardon ? La discipline qu'il vous imposait sur un plateau. Et c'est pas la discipline qu'il m'imposait, c'est la discipline que m'imposait la demi-douzaine dont je vous ai cité les noms. Et il y en avait 40 autres. Mais c'était ceux-là, les grands. C'était ceux-là, les vrais. Leur discipline, c'était pas une discipline, c'était le chef d'orchestre, le metteur en scène. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux voir, voilà ce que je veux comprendre, voilà ce que je veux sentir. Là, je veux sentir ton émotion, là, je veux que tu rigoles, là, je veux que tu sois entre les deux. C'était ça, c'est ça un chef d'orchestre, c'est ça un Karajan. Et c'est ce qui était Visconti, c'est ce qui était Clément, quand il me disait le décor est à toi, je veux que dedans tu vives comme chez toi et je veux pas que tu joues.
quand il me disait le lit, c'est ton lit, c'est chez toi, t'arraches tout, tu fais semblant d'avoir couché avec quelqu'un, t'es pas dans un décor, t'es chez toi. Sois toi. Fais comme tu fais. Et ils ont tous été comme ça. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Lucchino, en plus, est celui, vous ne le savez peut-être plus, vous le savez, ça, mais vous en souvenez plus, c'est le premier qui m'a fait faire du théâtre en 1960. Elle n'était pas née, la petite, là. En 1960, avec Romy Schneider, Oui. Dommage qu'elle à Paris, au théâtre de Paris. Dommage qu'elle soit une putain de John Dommage Ford. qu'elle soit une prostituée, cette pièce anglaise traduite, et c'est Lucchino qui nous a dirigé pour la première fois en 60. Oui. Et moi, en 57, je rentrais de l'armée en 56. En 56, c'est un truc, ça, je dis toujours parce que c'est un souvenir fabuleux. Il y avait la rue Catina à Saigon, qui est un peu les Champs-Élysées de Saigon, et il y avait des cinémas. Et un soir au cinéma avec des copains, on a été voir en 1954 ou 5 à Saigon, Touchez pas au Grisby. Gabin, Moreau, Doradol et tout, paf. Ventura. Et quand j'ai été la première fois dans Mélodie en sous-sol, tourné avec Jean, je lui raconte l'histoire. Il riait comme un fou. Je lui dis, Jean, si on m'avait dit en 5 ans, je vais vous donner la réplique, j'aurais dit, va te faire foutre, connard. Arrête tes conneries. Et il n'en revenait pas. Et justement, vous tournez Mélodie en sous-sol juste après 63, juste après Le Guépard, et vous le tournez en partie parce que vous voulez travailler avec Gabin. Non, pas parce que je voulais travailler avec Gabin, parce que j'étais choisi. Bien sûr que je voulais travailler avec Gabin, mais il faut me choisir pour travailler avec Gabin. Ça, c'est vrai. Il faut que les producteurs me prennent et que le metteur en scène me veuille et que l'acteur dise OK. J'étais pas tout seul. Hein. Et vous allez tourner plusieurs fois avec Gabin, vous allez tourner plus tard Le Clan des Siciliens en 69. Le Clan des Siciliens, Mélodie en sous-sol est surtout le plus beau film que j'espère que beaucoup ici ont vu, sinon voyez-le vite parce qu'il est fabuleux. C'est Deux hommes dans la ville. Deux hommes dans la ville, de José Giovanni, qui est un film bouleversant contre la peine de mort. Contre la peine de mort, où je subis à la fin du film la guillotine, et c'est très très beau. Absolument, qui est une scène traumatisante. Vraiment très 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 dur, mais véritablement c'est un film méconnu et remarquable. Je suis d'accord avec vous. Il y a un film plus méconnu dans votre filmographie, après Mélodie en sous-sol, qui est L'Insoumis d'Alain Cavalier. C'est un film plus méconnu et pourtant qui gagnerait vraiment à avoir une réputation plus grande. C'est d'abord le premier film que vous produisez. Premier film que je produisais en 64. Voilà. L'indice, en fait, que très tôt, vous prenez votre carrière en main, et carrière que vous ne lâcherez plus jamais. Vous êtes justement de cette race d'acteurs qui ont toujours été indépendants, qui ont toujours présidé aux rênes de leur destinée. La deuxième chose aussi très importante dans l'Insoumis d'Alain Cavalier, c'est que c'est un des rares films français contre la guerre d'Algérie. Vous incarnez justement un ancien soldat de la guerre d'Algérie qui se retrouve du côté de l'OS et qui, refusant d'exécuter une avocate liée au FLN, se retrouve en fait la cible de ces anciens commanditaires de l'OS. Pour vos débuts dans la production, c'était un film sacré. Et aussi, dernière chose, vous tournez avec Alain Cavalier, et c'est la première fois que vous tournez avec un metteur en scène de votre génération, qui a je crois, 3 ans de plus que vous. Pour vos débuts dans la production, c'est comme un film pour le moins gonflé. Vous n'avez peur de rien. Ben non, sinon je ne serais pas là. Mais c'est le premier film que j'ai produit, effectivement. Il y avait Léa Massari aussi. Absolument, qui est dans le rôle de l'avocate, qui est magnifique. Magnifique. Et j'ai eu envie de produire ce film-là en 64 à cause de l'histoire d'abord, mais surtout il faut comprendre pourquoi j'ai été producteur, parce que j'ai produit après une 25 films ou quelque chose, dont les Borsalino et tous les films où le public le souhaitait, où tous les films où il y avait le mot flic dedans, parole de flic, pour la peau d'un flic, machin. J'ai produit tous ces films-là que le public voulait que je fasse, parce que je ne suis pas un auteur. Je ne suis pas un écrivain. Je ne sais pas écrire. Je n'ai pas été à l'école.
Donc ma seule force pour moi, c'était d'être patron du film. Et pour être patron du film, il fallait que je sois producteur. Ça me permettait d'engager les auteurs, Jean-Claude Carrière, d'engager les metteurs en scène, d'engager les chefs opérateurs, d'engager les acteurs. J'étais le maître et le patron du film. Et c'était la seule façon pour moi de faire ce que je ne pouvais pas faire si j'avais été comme Audiard. J'aurais écrit pour Gabin, j'aurais écrit pour Montand, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis devenu producteur parce que je n'étais pas auteur. J'aimerais revenir sur une image du film de l'Insoumis, qui est la fin, qui est une fin extraordinaire, où vos trois personnages, finalement abattus, blessés à mort par ces anciens commanditaires de l'OAS, va mourir seul au milieu des chevaux. C'est votre première mort au cinéma, la première d'une longue série de morts au cinéma, parce que vous êtes un comédien qui sait extrêmement bien mourir, vous êtes un comédien tragique. Bah oui, vos morts au cinéma, si vous voulez, je pense au Samouraï, je pense à la Veuve Coudert, je pense au Tueur de San Francisco. Vous incarnez le personnage tragique par excellence. Mais justement, pour revenir à l'Insoumis, cette manière dont vous voit mourir seul au milieu des chevaux... Sterling Hayden, je cherchais le mot parce que j'ai des problèmes de thyroïdite. Vous en souviendrez peut-être, vous, eux s'en souviendront pas. Il y a un grand acteur américain qui s'appelait Sterling Hayden, qui a tourné un film dont j'ai oublié le titre. Quand la ville dort, de John Huston. Comme la vie dort, et qui mourait à la fin au milieu de ses chevaux. Absolument. Et j'ai fait cette fin de l'Insoumis en souvenir, en émotion, en remerciement de l'acteur qui était Sterling Hayden. Et c'est pour ça que j'ai voulu mourir au milieu de chevaux et de mes chevaux. Ça, c'est pas... L'Insoumis est le film que vous produisez juste avant de partir à Hollywood. Votre carrière hollywoodienne, c'est 3 films. Ce sont 3 films. Les Tueurs de San Francisco, Far From Texas. Texas Across the River. Excusez-moi, pardon. Oui, oui. Texas Across the River. Et le 3e film, également contre la guerre d'Algérie, Les Centurions, de Mark Robson. En fait, quand vous partez à Hollywood, ce qui est frappant, c'est un moment où la nouvelle vague en France est très importante. Et à l'exception de Jean-Luc Godard, avec lequel vous tournerez beaucoup plus tard, très bien nommé Nouvelle Vague en 1990, la Nouvelle Vague passe à côté de vous. Les réalisateurs de la Nouvelle Vague, François Truffaut, Claude Chabrol... Non, ils ne passent pas à côté de moi, ils n'ont pas voulu de moi, ils ne voulaient pas de moi. Personne ne voulait de moi dans la Nouvelle Vague parce que Delon, c'était Visconti, c'était Clément, c'était Melville, c'était tout ça. Et surtout pas la Nouvelle Vague. Et je n'ai jamais tourné avec la Nouvelle Vague, sauf quelques années après, où j'ai eu la chance de faire un film parce que je l'ai voulu, que je lui en ai parlé, que j'ai eu envie avec Godard, qui s'appelait... Nouvelle Vague. Pardon ? Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Donc la Nouvelle Vague, pour la Nouvelle Vague de l'époque, les Chabrol, les machins, j'étais banni. J'en avais rien à foutre d'ailleurs, complètement. Je m'en foutais, pas besoin d'eux. Mais ça n'a aucun rapport avec l'Amérique. Je suis parti avec l'Amérique parce que j'ai ces propositions américaines, parce que j'ai un grand producteur, Selznick, de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui voulait que je vienne faire une carrière en Amérique. Vous étiez sous contrat avec la MGM. J'étais 2 ans, et j'ai foutu le camp parce que la France me manquait trop, Paris me manquait trop, le cinéma français. Et j'ai dit merci les Américains, je suis revenu. Parce que cette carrière-là, si vous aviez voulu la faire, vous l'auriez faite. J'aurais pu la faire, oui. Ils me voulaient. Mais vivre en Amérique, excusez-moi, ça ne va pas. Ça me va pas. Non. D'ailleurs, c'est en revenant des États-Unis, donc dans la deuxième moitié des années 60, que vous allez enchaîner une série de films qui sont parmi les cimes de votre filmographie. L'un de ces premiers... Le premier chef-d'œuvre de lorsque vous retournez aux États-Unis, c'est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Est-ce que vous pouvez... Le Samouraï, c'est un scénario que Jean-Pierre Melville écrit avec vous en tête. Personne d'autre. Et d'ailleurs, si vous aviez dit non, ce film ne serait jamais advenu.
Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Melville, lorsqu'il va chez vous, dans votre hôtel particulier, avenue de Messine, vous lire en personne le scénario du Samouraï? Bon, ça va aller très vite et c'est très simple, parce qu'effectivement, il m'a donné rendez-vous, comme vous le savez, avenue de Messine, dans mon hôtel particulier. On s'est assis dans le salon, il avait son scénario, il m'a dit « Écoutez Alain, je vais vous lire une histoire, c'est mon scénario, c'est ce que je souhaiterais faire avec vous, je l'ai écrit pour vous, ça s'appelle Le Samouraï ». Je savais ce qu'était qu'un samouraï, puisque vous le savez, depuis très longtemps, je suis une star au Japon, depuis Plein Soleil. Il m'appelle le samouraï du printemps, enfin tout ce qu'on veut. Et Melville commence à me raconter l'histoire. Et je suis là assis. Et au bout de 4-5 minutes, il me raconte l'histoire. Je suis là. Jeff, je m'appelais Jeff. Jeff Costello. Jeff Costello faisait ça. Et je n'avais pas encore dit un mot. Et je l'arrête comme ça, je lui dis, mais Jean-Pierre, ça fait 5 minutes que vous me racontez l'histoire et je n'ai pas dit un mot. Il me dit, non, pas encore, ça viendra plus tard. Je lui dis, alors c'est pas la peine d'être plus loin, je fais le film. Nous allons voir les 4 premières minutes du Samouraï, sans parole. Je vais vous raconter une anecdote. Je voudrais encore que je fasse un effort pour ne pas verser une larme. Elle est vraie et elle est belle. Vous avez vu la première scène, dans ma chambre, où je vis seul avec mon Piaf, dans sa niche. Et un jour, à 6h du matin, le téléphone sonne. Oui, Alain Delon, bonjour, c'est RTL. Je dis, oui, t'es à couille. Oh, pardon, excuse-moi. Ne m'a fait pas chier. Oui, non, mais absolument, c'est RTL. Les studios de Melville sont en train de brûler. Les studios de Melville ont pris feu, régénèrent, etc. Non, mais tu déconnes. Mais je vous assure. Bref, je prends ma voiture, je fonce au studio de Melville. La rue était bouchée par les flics. Ils me voient, ils me laissent passer. Je garde ma voiture et je vois là, en face de tout ce qui brûle, Melville avec son chapeau machin, son Stetson, sa robe de chambre, sa femme, sa secrétaire, et qui regardait brûler sa vie. Je me mets à côté de lui, comme ça, je lui prends le bras pour qu'il voit que je suis là et je lui tiens la main. Et il regarde brûler sa vie, ses studios, ses films, son passé, ses bouquins, ses lettres, toute sa vie brûlait, etc. Et à un moment, il m'appelait toujours mon coco quand on travaillait. Et on regarde toute sa vie brûler comme ça, 50 ans de carrière, de vie, et à un moment, il me fait « Mon coco, notre oiseau, notre oiseau. » Sa vie brûlait, toute sa carrière brûlait, tout était foutu, et il pensait à notre Piaf, qui était en train de griller, et rien d'autre. Mon coco, notre oiseau. La musique que l'on écoute dans le Samouraï, c'est... Non, François Droubet. François Droubet, c'est l'une des premières musiques électroniques que l'on peut écouter au cinéma, qui produit un effet sensationnel dans le film. François Droubet, c'est vous qui le conseillez à Melville? C'est vous qui l'amenez sur le film? Oui, parce que je l'avais eu dans Les Aventuriers, oui, avec... de Robert Enrico avec Lino. De Robert Enrico avec Lino, Reggiani et compagnie, et que j'aimais beaucoup, François Droubet. Oui. C'est... Juste sur ce qu'on voit dans cet extrait du Samouraï, quand on voit votre personnage, donc de tueur à gages, Jeff Costello, se lever de son lit et ajuster son chapeau, les bords de son chapeau. Oui, ça. C'est Jean-Pierre. Mais vous êtes tellement à l'aise justement avec cette gestuelle-là. Quand la plupart des acteurs ont besoin de se dire qu'il leur faut du texte pour briller.
Vous, non. Ce mutisme-là, cette gestuelle-là, vous étiez parfaitement à l'aise avec, et c'était ce que recherchait Melville également. Melville, Clément Visconti, les autres. Oui. Mais chez Melville, il y avait véritablement une recherche du mutisme. Absolument. Je dis ça parce que vous tournerez 3 films avec Melville, donc Le Samouraï en 1967, Le Cercle Rouge en 1970 et Un flic en 1972. 3 films, 3 chefs-d'œuvre. Et votre collaboration avec Melville est peut-être l'une des plus fructueuses. Vous formez tous les deux un des couples les plus harmonieux d'histoire du cinéma. Je ne dis pas ça pour vous passer de la brillantine, hein, c'est pas ça. C'est que votre entente, qui se passe de mots, est l'une des plus fortes que l'on ait pu voir sur un écran. Et d'ailleurs, ça donne les films que l'on voit. J'ai encore raconté une anecdote. Autant que vous voulez. On avait un 4e film en projet avec Jean-Pierre, qui s'appelait, je ne me souviens plus maintenant. Arsène Lupin. Arsène Lupin. Et puis un jour, Jean-Pierre est invité à déjeuner par un grand ami à lui qui faisait un petit peu de cinéma, c'est un journaliste, qui a touché à la caméra parce qu'il était tellement impressionné par Jean-Pierre, par Melville, et qui voulait être un sous-Melville. Vous le connaissez très bien, les gens le connaissent aussi très bien, il s'appelle Philippe Labro. Oui. Et un jour, Philippe l'appelle, lui dit « Viens, on va déjeuner à côté de, je ne sais pas quoi, dans un bistrot, là, je voudrais te parler de quelque chose, etc. » Et Philippe faisait souvent rire Jean-Pierre, lui amusait, lui racontait des conneries, des histoires. Et bref, ils sont en train de déjeuner. Et puis, Philippe lui raconte une connerie. Et Jean-Pierre, qui adorait les bêtises, qui adorait les histoires, se met à rire, fait et il est mort. Ouais, c'était son AVC, c'est là qu'il fait son AVC au Il restaurant est mort du d'un PLM éclat de Sage. rire, Ouais. provoqué par son ami journaliste. Il est mort d'un éclat de rire. J'en ai beaucoup souffert, mais j'étais très heureux parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était mort. Il n'a pas souffert de la mort, il n'a pas été dans un hôpital. Il a vraiment éclaté de rire, rayé en poussant ça. Il est mort. Oui. Voilà, la mort de Melville, vous ne la connaissiez pas, je vous la raconte. Vous tournez justement à la fin des années 60, début des années 70, vous tournez également, qui est un moment où vous enchaînez à la fois une série de chefs-d'œuvre, de très grands films, et aussi de films qui sont extraordinairement populaires. Vous tournez La piscine de Jacques Deray avec Romy Schneider. Vous formez avec elle à l'écran un couple hors du commun. Vous avez formé auparavant, vous avez été un couple dans la vie, mais c'est vous qui sortez Romy Schneider du quasi-oubli dans lequel elle se trouvait à la fin des années 1960. Toujours des anecdotes pas drôles, hein, chez moi dans ma vie, hein, mélangé d'acteurs. Le film se fait, on me présente La piscine, on me lit le scénario, les producteurs qui s'appelaient Bétou, Pinière et Bétou, qui sont morts bien sûr. Je trouve l'histoire très bonne et ils me disent voilà, on voudrait faire ce film avec une actrice américaine superbe qui s'appelle Angie Dickinson. C'était une star à l'époque. L'actrice de Rio Bravo, entre autres choses. C'est ça, et entre autres choses, la maîtresse de... Ah là, je suis moins bon pour ça. Mais Pardon? J'ai pas compris. Non, maîtresse, je ne sais pas. Hein. Du président. Ah, de JFK, absolument. Quand avec le Rat Pack, très juste, Voilà. Tout à fait. Du président de la République. Tout à fait. Ça fait partie de l'histoire, Voilà. ça, effectivement. Alors, donc, Angie Dickinson, et puis ils avaient pensé à une autre actrice aussi, Monica Vitti, etc. Avec laquelle vous aviez tourné l'Éclipse de Michelangelo Antonioni en 62. Michelangelo Antonioni en 61, je ne sais pas Deux. quoi. Et puis, moi, j'ai bien lu l'histoire et je ne sais pas pourquoi, je voyais Romy parce que je la connaissais bien. Je savais qu'elle était complètement en déroute, qu'elle ne faisait plus rien, personne n'en voulait plus, en Allemagne, en Amérique ou ailleurs.
Et je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, oui, parce que je la connaissais, que je la sentais, et je connaissais l'actrice, je ne voyais pas quelqu'un d'autre. Alors il y a eu des discussions, ils sont venus, jusqu'au jour où, comme je le dis, j'avais le pouvoir dans le cinéma et dans la profession, je faisais ce que je voulais quand je voulais. J'ai dit, écoutez, ce sera Romy Schneider. Mais non, mais vous ne vous rendez pas compte, elle n'est plus rien, on n'en peut pas, Romy Schneider, elle a des longs, la piscine, la mauvaise. J'ai dit, écoutez, au bout d'un moment, je dis, maintenant, vous m'emmerdez, ou ce sera Romy Schneider, ou il n'y aura pas de film. Ils ont réfléchi, ils se sont battus, ils ont parlé producteur. Bon, ok, prenez Romy Schneider, et puis faites le film. Et puis on a fait le film. Quand le film est sorti, ils l'avaient complètement oublié, les producteurs, ce qu'ils avaient dit, leur connerie, ils l'avaient complètement oublié. Ça a été un triomphe. Le film, je ne vous en parle pas, beaucoup d'entre vous l'ont vu, moi je ne peux plus le voir et je ne peux pas le voir lorsqu'il y a des projections privées pour spectateurs, parce que ce n'est pas possible. Et le film est magnifique. Et tout le monde m'a dit, comme tu as eu raison, je ne vois pas qui aurait pu être mieux que Romy dans ce film. Oui. Et elle devient la grande actrice française, prise par Sautet, prise par tout cela. Zulavski, et elle a fait vraiment une seconde carrière immédiatement qui a été énorme, jusqu'à malheureusement, là on ne va pas encore parler d'anecdotes, jusqu'à la fin de sa vie, et on sait pourquoi. Oui. Dans ces années 70, qui est une période extraordinairement fructueuse et brillante pour vous, il y a un film à part, le film que de toute façon qui va être projeté ce soir, Monsieur Klein de Joseph Losey. C'est encore une fois un film que vous produisez. Je tiens aussi à dire que à un moment, vu une époque, celle que l'on vit, où la tolérance n'est pas toujours de mise, c'est un film que vous produisez avec un réalisateur américain, Joseph Losey, communiste, avec lequel vous avez tourné l'assassinat de Trotsky. Qui vit en Angleterre, parce que communiste et que les Américains l'ont viré. Qui a dû quitter les États-Unis car liste noire. C'est un film qui est écrit par un très grand scénariste italien, Franco Solinas, également communiste. Vous, vos opinions politiques, tout le monde les connaît, vous n'en faites pas mystère, vous êtes gaulliste. Et donc, vous travaillez avec des gens qui ne sont pas de votre bord, avec une tolérance que l'on aimerait bien trouver aujourd'hui. Qui plus est, Monsieur Klein n'est pas n'importe quel film, pas n'importe quelle histoire. C'est un film sur la rafle du Veldiv, donc 16 et 17 juillet 1942. Plus de 13 000 Français juifs sont déportés, puis envoyés dans des camps d'extermination par la République française. C'est un tabou dans l'histoire, dans la société française, c'est un tabou dans l'histoire de France, nous sommes en 1976, et c'est bien évidemment un tabou au cinéma. Et c'est le film que vous produisez, et dans lequel vous tenez le rôle principal. Donc nous allons voir un extrait, non pas la première scène du film, mais la première scène dans laquelle vous apparaissez dans le film. Il passe ce soir. Il passe ce soir. C'était un jouer dans ce film-là. Vous étiez au sommet de votre notoriété. Vous acceptez de produire et de jouer dans le film le plus risqué qui soit. Risqué qui soit. Oui, oui. Oui. Mais c'est ça qui m'excite. Ça se voit. Ça se voit. Plusieurs choses. Quand on vous voit donc dans le film, vous incarnez un marchand d'art qui achète à vil prix des œuvres d'art à des Français juifs qui ont besoin ou qui essayent de quitter le pays alors que se prépare la fameuse rafle. Et votre personnage, ce marchand d'art, sera pris au piège de son identité, au piège de son patronyme, Monsieur Klein, et soupçonné par le pouvoir vichysois d'être lui aussi juif, et terminera dans cette fameuse rafle, et donc déporté lui aussi. Quand on vous voit dans cette scène extraordinaire, vous s'emparez, on voit votre personnage s'emparer de cette toile dans un stade. Et le plaisir qu'a votre personnage
de découvrir cette toile, de découvrir ce dessin, on comprend tout de suite que ce plaisir-là n'est pas fin parce que vous êtes un grand collectionneur d'art, vous avez un goût très affirmé, et ce plaisir-là, on le sent à l'écran. Vous n'avez pas choisi ce personnage-là par hasard. Non. Non. Et alors ? Non, mais justement, ce dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est de ce plaisir-là. Non, parce que j'ai voulu faire ce personnage, j'ai voulu faire ce film, le produire, c'est autre chose, mais j'ai voulu le faire justement parce que c'était tout ce que je n'avais jamais fait, tout ce que je n'étais pas, et tout ce que j'allais découvrir. Et jusqu'à la fin, qui pour moi était absolument bouleversante, c'est que j'avais mon partenaire qui s'appelait le gros, peu importe, ça m'en reviendra. Celui qui joue votre avocat, Michel Lonsdal, qui, au moment de la Ralph du Veldiv, me court après et qui m'appelle Robert. Et la fin n'était pas du tout comme ça. La fin, il me rejoignait, il m'arrêtait, et il m'enlevait de la foule, et il m'enlevait de la Ralph et du Veldiv, etc. Et c'est là où j'en ai parlé à Jean-Pierre, et je lui ai dit, écoutez Jean-Pierre, j'ai fait... Joseph. Pardon, pas Jean-Pierre. Joseph. Je lui dis, Joseph, je veux pas ça, je veux aller jusqu'au bout. Je veux justement, parce que je n'ai jamais fait ça, je veux vivre exactement comme le Robert Klein que je ne suis pas, mais que je pourrais être. Je veux pas qu'il m'arrête. Je veux faire la Ralph du Veldiv. Je suis emporté. Je sais où je vais. On va m'emmener dans le métro, dans le train, et on va me tuer. Et je veux cette fin-là. Voilà pourquoi je l'ai fait. Ce qui est important aussi, c'est que ces événements-là, enfin, je veux dire, vous en avez été le contemporain, non pas le témoin, mais le contemporain. Oui. Parce que vous appartenez à une génération qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Voilà. Et quels souvenirs en gardez-vous ? Parce qu'après tout, vous étiez quand même un enfant déjà d'un certain âge. Moi, je ne garde pas de grands souvenirs. Je garde des souvenirs surtout de dialogue et peu d'images. Parce que vous savez, lorsque vous avez 10 ans, moi je suis né en 35, excusez-moi, je suis désolé. Je suis né en 35 et ça, on parle de 45 là. Et lorsque vous avez 10 ans, vous écoutez les parents, vous écoutez les amis, vous écoutez les visiteurs. Oui, tu te rends compte, j'ai fait ça, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Personne ne vous regarde, ni pense que vous entendez ou quoi que ce soit. Mais vous enregistrez tout ça, vous savez. Et c'est comme ça qu'on connaît les choses, mais pas autrement. Parce qu'à 10 ans, on ne peut pas comprendre trop de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Et c'est comme ça que ça s'est passé, justement, par mon entourage, puisque j'avais 10 ans. Je vous donne un autre exemple. C'est comme quand j'étais quand je vivais, pratiquement à la prison de Fresnes, et qu'on a un matin fusillé Laval, vous le savez. Laval était mort debout. On l'a traîné, on le portait à 4 ou 6 pour l'emmener contre le poteau. On le soutenait, on l'a mis contre le pont, on l'a attaché pour qu'il ne tombe pas. Et on l'a fusillé. Il était déjà mort. Mais nous, les enfants, oui, tu te rends compte, il paraît qu'il n'est pas debout, ils l'ont porté, ils l'ont assassiné, ils l'ont touché là-bas. C'est ça, les enfants, dans la situation de Klein ou de Fresnes, qui entendent et qui ne se rendent pas compte, mais qui s'en rappellent après. Oui. Et c'est ce que je me souviens de Klein, comme je me souviens de Laval. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les grands parlent entre eux en oubliant qu'il y a des gosses qui écoutent. Oui. Voilà. Oui. Vous avez quand même aussi connu la libération de Paris. Vous avez vu la libération de Paris. La libération de Paris. Oui. Vous avez été témoin de cela. Ben oui, j'ai vu passer Leclerc, j'ai vu passer tout le monde, j'ai vu des centaines de femmes, les cheveux rasés qu'on emportait en criant « mort aux vaches », oui. J'ai vu tout ça, oui. Mais comme un enfant, j'avais 10 ans. Vous venez et vous emmenez M. Klein à Cannes en 1976, au Festival de Cannes en 1976. Ici, en 1976. Vous arrivez avec un chef-d'œuvre, mais vous n'avez pas l'accueil, loin s'en faut, que mérite ce chef-d'œuvre. Je sais, oui. Tout le monde le sait, y compris Thierry. Y compris Thierry, tout le monde le sait, sauf qu'à l'époque, tout le monde ne s'en rend pas compte. Et c'est vous qui payez les pots cassés. C'est vous qui êtes en première ligne de ce... Oui, mais je ne peux rien y faire. Et Thierry m'a répondu, m'a dit, tu sais, le jury est souverain, ils font ce qu'ils veulent. Bon, mais à l'époque, c'est pas... Mais à l'époque, ils font n'importe quoi. Hein.
Oui, mais je ne vais pas vous l'apprendre, Sam, comme je ne vais pas l'apprendre à eux. En face, vous aviez un Espagnol qui a joué dans un film, on ne me souvient plus le nom, personne ne peut se souvenir de la jeune espagnole. Et en face, de l'autre côté, vous avez Delon. Oui. Comment ça fatiguait Delon, mais rien. Pourtant, qui nous emmerde, ça fait comme ça. Bon, vous le savez, ça. C'est un acteur amateur qui a eu le prix et il a C'est fallu très l'appeler dans son difficile- établi. C'est très difficile d'être là pendant 50 ans ou 60 ans et demander qu'on vous aime encore. Ça, c'est pas. En même temps, vous voyez, plusieurs décennies plus tard, vous êtes ici, là, avec Monsieur Klein en toute majesté. Oui. Comme quoi, un peu comme dit votre Jeff Costello dans Le Samouraï, je ne perds jamais, jamais vraiment. Vous voyez, vous ne perdez jamais, jamais vraiment. Jamais vraiment. Ouais. Mais c'est grâce à eux. Et c'est grâce à eux, absolument. Alain Delon, merci beaucoup. Merci à vous.